Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Et nous voilà de retour comme chaque jeudi 14h-15h. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes sur Radio Lac en direct et nous sommes, quand vous le souhaitez également, sur OneTV, onetv.ch pour retrouver toutes ces émissions. L'économie, je le dis chaque semaine, mais on va encore en avoir la preuve, c'est extrêmement large. Le marketing digital, qui est aujourd'hui un point central de l'économie, eh bien, il en sera question. Comment faire pour que les entreprises aient un bon marketing digital ? Sans doute que ça s'adapte aussi à chaque entreprise, c'est ce que nous verrons dans la troisième partie de cette émission. Également, une plateforme digitale de gestion de déchets. Figurez-vous que c'est une première suisse, ça s'appelle MetaWaste et son président sera avec nous. Également autour de cette table, il y a le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. J'ai nommé Vincent Subilia. Bonjour. Bonjour Benjamin, merci de l'accueil. Bien, merci beaucoup à vous d'être avec nous. Une actualité chargée pour la CCIG. On a déjà parlé dans cette émission des enjeux d'actu qui sont ces nouveaux rendez-vous de la Chambre. Et puis quelque chose de majeur également qui aura lieu l'an prochain dont on va parler dans quelques instants. Mais je vous laisse déjà dévoiler le sujet. Effectivement, Genève en 2023, capitale mondiale des chambres de commerce, puisqu'on aura le privilège d'y accueillir le congrès mondial, une manifestation d'ampleur qui devrait réunir plusieurs milliers de participants à haut niveau, ici au bout du lac, capitale de la gouvernance économique mondiale. Et justement, vous allez tout comprendre, car notre premier invité, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Crispin Conroy. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes représentant délégué ICC Genève. Alors ICC pour International Chamber of Commerce, donc les chambres de commerce internationales. Évidemment qu'il fallait que ça soit à Genève qu'il y ait un délégué international avec la chambre de commerce de Genève. Comment fonctionnent les relations entre ces deux entités ? Je commence. Alors allez-y si vous le souhaitez, et puis Vincent Subilia complétera. Moi, je dois le dire parce que Vincent est là, un très bon ami aussi. Je vous redemanderai en antenne alors. Et aussi, j'ai mon bureau dans la maison de l'économie. Non, les relations sont main en main, comment dire en main français ? Dans la main, oui. Dans la main. Non, nous sommes des organisations frères, sœurs, disons. ICC a un réseau international de plus de 45 millions d'entreprises, dont les membres aussi de CCIG sont très, très importants et très actifs. Donc, je ne peux pas dire que plus que ça, que c'est que ça fonctionne bien pour plus que bien. Ces deux entités. Alors justement, ce fameux congrès mondial, moi j'aimerais qu'on puisse expliquer à ceux qui nous écoutent quel impact ça va avoir pour eux. Bien sûr, ça va mettre Genève au centre de l'échiquier mondial et on s'en réjouit, mais au-delà de ça, Vincent Subilia. Merci et merci de nous donner l'antenne encore une fois. Et Crispin l'a dit avec beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'en réalité, l'ICC, c'est notre maison mère sur le plan international. C'est la plus importante institution de défense et de promotion de l'économie au monde, avec un statut consultatif auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la seule institution privée qui en bénéficie. Et donc, le fait qu'il puisse occuper un bureau à Genève pour être proche des organisations internationales et que ce bureau soit, comme Crispin, l'ambassadeur Conroy l'a rappelé, géographiquement situé au sein de la maison de l'économie, eh bien tout ça aligne aligne les combats que l'on peut mener ensemble et j'en suis ravi. Alors, s'agissant du congrès, oui, bien sûr, parce que tout ça paraît potentiellement ésotérique, mais en réalité, c'est très concret. C'est très concret comme le travail que mènent les chambres de commerce, les 12 000 chambres de commerce qui sont fédérées ou unies au sein de la Fédération mondiale des chambres, où j'ai le privilège de représenter la Suisse. Ce sont, vous le savez, et on le dit sur vos ondes, nous sommes ces prescripteurs, ces ambassadeurs, ces facilitateurs qui, au quotidien, s'emploient à accompagner les entreprises dans leur développement. Et donc le congrès, c'est non seulement des têtes d'affiche avec des entrepreneurs, CEO, présidents de premier plan, des responsables d'organisations internationales très nombreuses à Genève et au-delà, mais c'est avant tout des membres des chambres de commerce, c'est-à-dire des entrepreneurs qui viennent y chercher des solutions en matière d'innovation et de durabilité, parce que ce sont, à l'instar des deux axes stratégiques de la Chambre, les deux piliers du Congrès mondial. Et c'est ça qui est important de rappeler, c'est que finalement, c'est ce que l'on verra l'an prochain avec ce congrès, une chambre de commerce est composée d'entreprises, donc finalement tout un chacun fait partie de ce tout d'une certaine manière.
Absolument. Et moi, j'ai pour coutume de rappeler, je l'ai déjà dit sur vos ondes, qu'une chambre vit par et pour son membre. Notre raison d'être, elle est dictée par l'entrepreneuriat que nous nous employons à défendre et à promouvoir. Et donc, un congrès, il n'a pas vocation à être ethnocentrique. On n'est pas là pour se regarder le nombril, même si on doit s'interroger au quotidien sur notre valeur ajoutée et tendre à augmenter celle-ci. Je crois qu'on le fait, enfin, je l'espère en tout cas à Genève. Mais toutes les actions que l'on déploie, elles le sont en faveur des entreprises. Et d'ailleurs, celles et ceux qui écouteraient votre émission et qui ne sont pas encore membres de notre institution, eh ben, je les engage à le devenir très vite pour participer à ce congrès. Et hop, magnifiquement bien placé. J'aimerais quand même qu'on parle du thème qui veut dire beaucoup de choses. Je le cite, parvenir à une prospérité partagée par le multilatéralisme. C'est-à-dire, peut-être monsieur l'ambassadeur Crispin Conroy. Oui, bien sûr. Et je veux bien souligner l'importance du système multilatéral pour les entreprises. Non seulement les entreprises grandes des pays d'Occident, sinon pour toutes les entreprises. Et comme j'ai dit avant, nous avons plus de 45 millions de membres partout dans le monde, plus de 130 pays. Donc nous représentons le secteur privé ou les entreprises globalement. On dit en anglais with a Global Business Association. Non? Donc, toutes ces entreprises ont besoin d'un système multilatéral stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les règles, parce que les règles internationales, consistantes, parce que les entreprises ont besoin de prédictibilité, sûreté et certainté pour opérer. Chose dont on a énormément manqué ces dernières années, évidemment. Exactement. Mais nous sommes, je crois, on a beaucoup de la chance qu'on a un système multilatéral. Bien sûr, il y a des pressions énormes, mais ça existe, ça marche. Et je veux aussi souligner que Genève, selon moi, bien sûr, il y a d'autres villes disons, multilatérale ou de l'ONU dans le monde. Mais je crois que c'est très important avoir le congrès ici à Genève parce que je crois que c'est la ville, le centre multilatéral plus important du monde. Évidemment, c'est là que vous avez votre bureau, enfin, monsieur l'ambassadeur. Donc, bien sûr, on va continuer. On a bien choisi, donc. Mais je voulais aussi revenir sur ça un peu plus tard. Et pourquoi dire pourquoi. Justement, on va se retrouver dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV également, pour continuer de parler de tout ça. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous continuons de nous intéresser à ce congrès des chambres de commerce qui se déroulera à Genève. Nous sommes toujours avec le directeur général de la CCIG, Vincent Subilia, monsieur l'ambassadeur Crispin Conroy, représentant délégué ICC Genève pour International Chamber of Commerce. Et nous a rejoint, et cette fois-ci je le dirai en français, Stéphanie Vieildan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des relations des chambres à la Chambre de commerce internationale, justement. Nous parlions il y a quelques instants de prospérité partagée par le multilatéralisme, qui est le thème de cette édition de 2023. Vincent Subilia, vous me disiez hors antenne, le multilatéralisme, j'aimerais bien continuer à en parler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une notion qui peut être floue. C'est une notion qui paraît peut-être un peu lunaire lorsque c'est articulé de la sorte pour vos auditeurs, mais en réalité, c'est une vérité extrêmement concrète. Et on a la chance ici à Genève, souvent on l'oublie, d'être finalement le berceau, et je crois pouvoir le dire, le bastion du multilatéralisme. L'ambassadeur Conroy le rappelait il y a un instant, de par le nombre d'institutions internationales, respectivement de multinationales, que nous y accueillons. Et finalement, les enjeux qui se cachent derrière cette appellation parfois galvaudée, ils sont très simples. Si on prend le rôle de l'OMC, cette institution a pour vocation de s'assurer que, par hypothèse, que vous consommez au quotidien, peut vous être livré avec la prévisibilité, Crispin le mentionnait, requise, parce qu'il y a un certain nombre de règles, souvent méconnues, qui accompagnent, qui encadrent, qui régissent les différentes relations commerciales. Et les chambres de commerce ici jouent un rôle déterminant puisque nous sommes entité d'émission des documents du commerce international. Vous le savez, en Suisse, 1 franc sur 2 est gagné à l'étranger. C'est encore un peu plus important à Genève, les 100 km de frontières que l'on a avec nos voisins. Et Stéphanie nous parle depuis le siège de l'ICC à Paris.
tout cela obéit à un corpus réglementaire. Et Genève est au cœur de cette dialectique, que ce soit sous l'angle du commerce, j'ai cité l'OMC, de l'angle de la santé avec l'OMS, de l'angle de l'action humanitaire avec le CICR, et Dieu sait s'il était sur le devant de la scène. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de réunir tous ces acteurs et les acteurs privés, économiques, pour voir comment est-ce que demain, modestement, eh bien, on peut œuvrer à un monde meilleur. Alors, vous voyez, du coup, je comprends très bien le rôle de la Chambre de commerce de Genève, les autres chambres de commerce également, mais, et ça sera une question pour vous, Stéphanie Veillet, donc, quel est le rôle de la Chambre de commerce internationale? C'est une sorte de chapeautage de tout ça? Oui, alors le rôle de la Chambre de commerce internationale dans cet événement, eh bien, il est déjà d'apporter toute son expertise et tout son savoir-faire par rapport à cet événement. Il faut savoir que ce congrès est né en 1999. Le premier événement a eu lieu à Marseille, la Chambre de commerce de Marseille étant la plus ancienne chambre de commerce. Donc, nous apportons cette expertise, ce savoir-faire, et puis notre rôle plus spécifique dans le cadre du congrès, c'est d'être en charge du programme et des orateurs et bien sûr de la promotion au niveau international. Mais il y a aussi une chose très importante que je voulais mentionner, c'est le fait que ce congrès est co-organisé. Donc on travaille vraiment main dans la main de la part d'ICC avec la Chambre de commerce de Genève. On co-organise cet événement, on travaille ensemble sur tous les sujets et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et d'un mot, comment fonctionne l'attribution finalement? Est-ce que c'est comme une Coupe du Monde de foot ou pas? Alors, l'attribution du congrès, donc c'est un petit peu comme les JO, on dit souvent ça ici. Donc, on a tout un processus où les chambres portent leur candidature auprès d'ICC. Nous avons un jury qui est composé environ d'une cinquantaine de personnes. Et du coup, ce jury va voter pour leur candidat préféré. Et justement, on est actuellement en train de choisir le candidat pour l'édition de 2025 qui aura lieu en Asie-Pacifique. Vincent Si je Sullivan. puis ajouter à ce propos, c'est important, vous avez un parallélisme avec le monde olympique. Les critères d'attribution sont extrêmement stricts. Et d'ailleurs, la modeste candidature genevoise, elle s'est fondée sur un dossier de préparation qu'on a mis sur pied avec différents partenaires, notamment la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Et c'est ce qu'on appelle en anglais un beatbook qui tient en 200 pages et qui vient expliquer à la virgule près quels sont les engagements qui sont pris, notamment financiers, et ils ne sont pas anodins, raison pour laquelle on a un certain nombre de sponsors sur lesquels on peut s'appuyer, je les en remercie ici. Mais ce qui a probablement porté notre candidature, c'est précisément cette notion de multilatéralisme, parce que je crois que, en toute modestie, il n'y a pas disons, d'autres lieux qui aient cette vocation de village global que l'on connaît à Genève. Et le multilatéralisme, aujourd'hui, il est en danger. Il est en danger parce que c'est une denrée extrêmement rare qui est bafouée sous l'angle de ses principes. On le voit avec les conflits que l'on a pu connaître, qui est remise en cause dans le cadre des crises, notamment sanitaires, le C de Covid cette fois. Donc, il y a besoin de multilatéralisme, il y a besoin de Genève et on se réjouit d'accueillir le congrès l'année prochaine. Et justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette place centrale qu'à Genève que vous évoquiez, monsieur l'ambassadeur, il y a quelques instants. Il y a quand même une densité de choses différentes, les organisations internationales, les grosses entreprises, les petites PME qui font aussi le cœur de Genève. Ça, c'est unique au monde. Parce qu'il y a des villes comme New York, on pourrait dire, ils ont tout ça aussi quand même. Non, vous avez raison aussi vous, Vincent. Je crois, comme j'ai dit avant, que Genève est unique. Elle est pour moi la plus importante, non seulement parce que j'ai le bureau ici, mais quand on pense par exemple à New York, c'est plutôt politique. Mais ici, on parle de comment implémenter, on dit en français, oui. Les objectifs qu'on a et comment on peut trouver les solutions. Vincent a déjà mentionné l'OMC, mais aussi la OMPI, par exemple, la propriété intellectuelle, la UIT, des télécommunications, l'OMS, très important pendant ces périodes de crise de santé, et aussi la OIS, très important, l'Organisation internationale des standards. Donc, pour créer ou établir la prospérité de l'avenir, il faut avoir ces organisations. Et pour nous, avoir la possibilité de voir tous nos amis des chambres dans le monde,
C'est une opportunité unique d'échanger des idées, aussi de comprendre mieux leurs priorités. Et finalement, je reviens vers vous, Stéphanie Vieilldan, pour rebondir sur ce que nous dit monsieur l'ambassadeur Conroy. Est-ce que les standards doivent être appliqués à toutes les chambres de commerce? J'imagine bien que certaines choses à Genève ne sont pas duplicables aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Oui, tout à fait. On est sur un événement international. Donc, on a plus de 100 pays dans quasiment chacune de nos éditions. Donc, plus de 100 pays, effectivement, ça veut dire des chambres de commerce qui sont très différentes, qu'elles soient sur un continent ou sur un autre. Donc, évidemment, les standards ne vont pas s'appliquer de la même manière à toutes les chambres de commerce, mais c'est vraiment important que toutes ces chambres de commerce se réunissent ensemble, discutent de sujets communs, même si elles ont bien sûr leur approche locale et régionale. Mais c'est vraiment important qu'elles puissent échanger. On se rend compte bien souvent que ces chambres ont des problèmes assez similaires. Et c'est ce qui fait la richesse de cet événement, justement, c'est pouvoir échanger sur ces challenges, échanger des bonnes pratiques, évidemment, et également s'entraider. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans cet événement, et plus particulièrement avec le concours mondial des chambres, qui est un concours international pour les chambres de commerce. On appelle ça, dans notre jargon ICC, les Oscars pour les chambres de commerce. Et ce programme récompense les projets les plus innovants faits par des chambres de commerce. Donc, du coup, les autres chambres qui assistent aux sessions du concours peuvent comprendre et écouter leurs pairs qui viennent du monde entier. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que ces projets, ils ne restent pas juste présentés au Congrès. Ils retournent dans plusieurs pays et ils sont aussi implémentés à leur tour dans ces pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, cet échange de bonnes pratiques et ces rencontres. Et à n'en pas douter, l'Oscar du directeur général pour une chambre de commerce sera attribué à Vincent Subilia, quelque part entre le 21 et le 23 juin, car c'est la date de ce congrès mondial des chambres. On l'a dit, des retombées très importantes pour Genève. Je vous laisserai d'ailleurs le mot de la fin, Vincent Subilia. Merci, vous m'avez fait rougir dans l'intervalle. Mais moi, j'aimerais surtout dire merci à toutes celles et ceux qui contribuent à ce qui va être, à n'en pas douter, un bel événement avec les défis, notamment logistiques. Cela génère en plus une activité très dense pour notre institution, vous le savez. Et donc, ravi de cette collaboration fructueuse avec nos collègues de l'ICC à Paris, son siège, et puis dans son bureau de Genève. Merci à l'ambassadeur Conroy qui, par ailleurs, dans un excellent français, s'adresse à nous. C'est aussi ça, les liens entre la Genève locale et la Genève internationale. C'est ça, le miracle de la plus petite des grandes villes, comme je le dis. Donc, très heureux de vous accueillir du 21 au 23 juin prochain ici à Genève pour ce congrès dont on se réjouit qu'il soit un succès. Regardez, on a déjà eu le discours pour votre Oscar. Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, Stéphanie Vieilldan, responsable de relations des chambres à la Chambre de commerce internationale en duplex de Paris. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Crispin Conroy, représentant délégué ICC, je vais dire pour vous, Genève. On aura bien sûr l'occasion de se revoir et de reparler de tout cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment gérer numériquement ces déchets? Bonjour Vincent Chapelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de MetaWaste. Qu'est-ce que MetaWaste? Alors, MetaWaste est une société avant tout de gestion et de valorisation des déchets, mais une société d'un nouveau genre. On se qualifie comme étant un opérateur alternatif par rapport à ce qui existe et aux acteurs et aux sociétés traditionnelles de la gestion et de la valorisation des déchets. Vous faites ce que l'on appelle de la GDAO. C'est quoi la GDAO? Parce qu'en regardant sur Internet, j'ai retrouvé Grateful Dead Archive Online, mais je ne pense pas que ce soit ça. Alors, GDAO, dans notre jargon à nous, c'est la gestion des déchets assistés par ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour réaliser nos opérations de gestion globale chez nos grands clients internationaux, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas de moyens techniques comme les acteurs traditionnels, nous n'avons pas de camions de collecte, nous n'avons pas de centre de tri, de centre de traitement ou de recyclage. Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires que nous avons sélectionnés, partenaires de qualité. Et pour coordonner l'ensemble des opérations, nous avons développé une plateforme digitale. Et en fait, c'est en cela que
nous gérons de façon digitale et assistée par ordinateur l'ensemble des flux de déchets. Mais ça fonctionne comment? Alors moi, admettons, je suis une grande entreprise, je vous mandate, et concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi et pour vous? Moi, ce que je vous offre, vous êtes Nestlé, vous êtes Manor, voilà. C'est trop d'honneur. Eh bien, en fait, on vous propose et on vous gère l'ensemble de vos déchets sur l'ensemble de vos sites, où que ce soit, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe. Mais je fais quoi avec votre plateforme alors? Eh bien, vous interagissez, vous passez les ordres de commande, vous avez une visibilité sur l'ensemble des flux. L'ensemble des opérations sont gérées au travers de notre plateforme, les opérations de collecte, les opérations de reporting, d'information et surtout les opérations de traçabilité, puisqu'en fait, un des énormes enjeux aujourd'hui de la gestion des déchets, on est avant tout un des maillons de l'économie circulaire, c'est la traçabilité. Et nos grands clients internationaux nous demandent d'être en mesure d'apporter des garanties en matière de traçabilité des déchets. Et j'imagine aussi de confidentialité. Exemple très concret, dans les banques, lorsque l'on enlève le disque dur d'un ordinateur, il faut faire un trou dedans pour éviter que les données soient lues. Correct, vous prenez l'exemple des déchets certains déchets bancaires, mais j'ai des noms, j'y ai travaillé. Donc. Mais par exemple, des déchets dans le domaine de la pharmacie, puisqu'on gère aussi un certain nombre de grandes sociétés pharmaceutiques. Il y a des enjeux sur des déchets spéciaux, des déchets particuliers, avec des contraintes de réglementation. Et donc, on assure aussi à nos grands clients le respect réglementaire, la traçabilité, la confidentialité, jusqu'à la valorisation ou l'élimination ultime du déchet. Comment est née l'idée de tout ça? Ce sont les entreprises qui avaient besoin de quelque chose, ou c'est vous qui un jour vous êtes réveillé, vous avez dit tiens, on pourrait proposer ça? On a eu des demandes de nos clients qui nous disaient mais venez nous gérer nos déchets de façon globale sur l'ensemble de la Suisse. Et en fait, on était incapable puisque à l'origine, l'autre société que je dirige était basée uniquement en Romandie. Et c'était le point de départ. On s'est dit mais on pourra pas répondre à ces grands clients nationaux ou internationaux avec le modèle traditionnel de la gestion des déchets. Et donc, ça a été le point de départ de la réflexion et qui nous a amené à inventer en fait, ce nouveau modèle d'entreprise de gestion globale des déchets. Oui, parce que quand on va sur votre site internet, je vous le disais hors antenne, ça ressemble à tout, sauf à quelque chose de gestion des déchets. C'est très vert, il y a des gens sur des montagnes, des messages forts. On est encore dans la gestion de déchets, là, ou on est plus dans la plateforme? Non, on est une société impact, donc on est un opérateur, on gère réellement les flux de déchets, l'ensemble des flux. La plateforme est un outil. Sans la plateforme digitale, sans les outils et les développements technologiques d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu en fait réaliser en fait ce développement, et on n'aurait pas pu réaliser en fait ces opérations comme on les réalise à la main. C'est pas possible, c'est trop complexe, il y a trop de flux, il y a trop de données, et le digital nous a permis en fait de passer cette étape. Vincent Subilas, c'est intéressant parce qu'on parle souvent création d'entreprises, d'idées, de produits. On parle rarement de la fin de vie de toutes ces choses, des déchets finalement. Absolument, et c'est tout à fait passionnant, et ça me permet de faire le lien avec ce que sont les deux axes stratégiques d'ailleurs de la CCG et ceux du congrès qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la durabilité et l'innovation. Et là, s'agissant de cette plateforme, on conjugue de façon extrêmement concrète ces deux paramètres qui sont clés absolument. Et donc, moi, je me réjouis d'entendre ces beaux projets qui misent sur le talent, les talents nombreux que l'on peut identifier ici. Et puis, Monsieur Chapelle, le président Chapelle le rappelait à l'instant, avec un impact très clair, parce que la gestion des déchets, la fin de vie de tous ces objets, souvent trop nombreux, je suis moi-même un peu un Diogène parfois que l'on accumule, eh bien, elle est un paramètre clé. L'empreinte que cela dégage l'est aussi. Donc, si on peut faciliter la vie de nos entrepreneurs et puis les rendre là aussi plus durables grâce à l'innovation, eh bien, l'objectif est doublement atteint. Et on continuera de parler de tout ça, notamment sur l'aspect recyclage technologique dans un instant sur Radio Lac, sur One TV également. C'est Parlons Économie. Parlons Économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Parlons de vos déchets avec Vincent Chapelle, le président de MetaWaste, première plateforme digitale suisse de gestion de déchets. Les déchets, eux, ne sont pas digitaux, mais tout cela est ensuite sous-traité. Sur les notions de recyclage, de réutilisation, vous allez me dire, on est en tête de proue de tout ça, mais concrètement, ça fonctionne comment? Est-ce qu'un client doit vous dire, moi, je veux qu'il y ait le plus de recyclage possible, ou ça marche comment?
nous interpelle très peu comme cela. En fait, c'est plutôt nous qui proposons évidemment à nos clients des filières les plus performantes en fonction de la typologie des déchets qu'ils produisent, en fonction de leur localisation, et puis également des enjeux économiques en fonction de ce qui se passe aussi dans le monde. Aujourd'hui, des ports se ferment, d'autres s'ouvrent. Il y a des filières qui étaient permises hier, qui ne le sont plus aujourd'hui, inversement. Donc c'est plutôt la dynamique, elle est plutôt comme celle-ci. Les entreprises qui viennent vous voir sont plutôt évidemment des grosses entreprises, parce qu'une entreprise genevoise à Genève n'a peut-être pas besoin d'une plateforme globale. Exact. Une entreprise genevoise et qui est implantée uniquement à Genève n'a pas besoin de MetaWest. En revanche, une entreprise internationale qui est basée à Genève et qui a une centaine de sites ou davantage sur l'ensemble du territoire suisse ou en Europe a besoin de MetaWest pour avoir un interlocuteur unique en mesure de lui gérer de façon globale l'ensemble de ces flux de déchets de façon optimisée, en respect de la réglementation, en ayant une visibilité totale sur ce qui se passe. Mais vous voyez, je vous disais hors antenne, il y a ce fameux credo penser global, agir local. Vous avez redéfini la notion de local finalement. Correct. C'est exactement ça. La gestion de déchets, aujourd'hui, c'est un besoin. On n'arrête pas de parler de chaînes vertueuses. On ne peut pas faire sans, quoi. C'est fini de jeter pour jeter. Oui, je crois qu'on est vraiment rentré maintenant de plein pied dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je crois que c'est maintenant indiscutable. Il y a une prise de conscience qui est phénoménale et ça, c'est extrêmement motivant et enthousiasmant. Le déchet est une ressource, indiscutablement. On peut réellement la valoriser. C'est pas toujours évident, bien entendu. C'est pas simple. Mais il y a des perspectives, il y a des possibilités, il y a des filières qui existent. Il y a surtout des nombreuses filières qui voient le jour et qui se développent en permanence. Et donc, à terme, on devra être dans quelque chose qui est des boucles courtes, optimisées, et où le déchet fait partie intégrante de l'économie circulaire. D'où la notion de temps réel qui est importante aussi pour MetaWest. Alors tout à fait, MetaWest est la plateforme que l'on a développée, donc la plateforme s'appelle Genius, permet d'avoir une vue en temps réel de l'ensemble des flux avec les paramètres économiques bien entendu, les paramètres purement logistiques et matériels, mais également les paramètres écologiques, puisqu'en fait on mesure en temps réel l'ensemble des flux CO2, carbone, pour faire le trade-off, faire le juste équilibre entre des enjeux économiques d'un côté et puis des enjeux écologiques de l'autre. Si on va sur votre site, encore une fois, en termes de clients, retail, industrie, construction, il ne reste pas grand-chose, finalement. Vous avez déjà fait pas mal le tour. Oui, on a un scope qui est assez large, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on répond à un besoin, un nouveau besoin d'entreprises internationales, d'entreprises globales qui cherchent en fait un opérateur en mesure de leur apporter des services complets. L'avenir pour MetaWest, c'est quoi? D'avoir toutes les plus grandes entreprises du monde qui utilisent votre plateforme? Oui, je suis ravi que MetaWest... Vous êtes le Facebook du déchet? Je suis ravi que MetaWest soit né à Genève. C'est fabuleux. Genève est une plateforme incroyable pour pouvoir faire un développement international. Évidemment, l'avenir de MetaWest, c'est l'international. On développera début 23 notre premier marché à l'international, l'Allemagne. On a des objectifs d'être fin 23, début 24 en France également. Donc MetaWest a clairement un avenir, en tout cas à minima européen. Parce que lorsque une entreprise attaque un nouveau marché, évidemment qu'il faut connaître ce marché-là, c'est normal. C'est la même chose dans le monde merveilleux de la gestion des déchets? Oui, c'est exactement la même chose. Chaque pays est un écosystème en soi dans la gestion des déchets. Et donc, on développe une expertise propre à chacun des pays avant de se développer. Ce que l'on a fait avec l'Allemagne, par exemple, des clients suisses que l'on avait nous ont demandé de les suivre en Allemagne et de gérer de la même façon leurs déchets en Allemagne que nous le faisions ici en Suisse. Et donc, avant de le faire, on a effectivement parfaitement étudié l'écosystème allemand de la gestion des déchets avant d'y aller. Et je vois Vincent Subiliac qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est tout ce qu'on aime dans cette émission. C'est une entreprise locale, genevoise, qui a des ambitions à l'international et qui répond à un besoin surtout. Absolument, et ça se conjugue à nouveau parfaitement avec ce qu'est l'activité de la Chambre. Penser global, agir local et inversement. Et puis pouvoir utiliser Genève, et Monsieur Jappel le disait il y a un instant, comme cette tête de pont pour se projeter en dehors de nos frontières. Et tout dans un domaine ou pour une cause extrêmement noble et absolument impérative en ces temps où l'urgence climatique se rappelle à nous au quotidien.
Avec une plateforme qui s'adresse évidemment aux clients, bien sûr, mais aussi à ce que vous appelez les partenaires. C'est-à-dire, si quelqu'un nous écoute, qui est une entreprise de recyclage, de gestion de déchets, qui peut passer également par votre plateforme, et vous ferez le lien entre une entreprise qui a besoin de gestion de déchets et eux. Exact. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 60 partenaires en Suisse. Donc, ce sont nos premiers partenaires qui ont été qualifiés et avec lesquels on collabore tous les jours. Et nous en avons identifié 140 en Allemagne pour démarrer notre déploiement sur le territoire allemand. Donc, des gens qui utilisent une plateforme des deux côtés pour répondre à un besoin immédiat, c'est une insulte si je dis que vous êtes le Uber du déchet? J'aime pas ça. Je vous disais aussi. Mais c'est pas loin. D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, vous êtes MetaWaste et c'est déjà pas mal. Vous en êtes le président Vincent Chapelle. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Quelle importance pour le marketing digital? Oh, elle est grande. On va le voir avec Adrien Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste digital marketing chez Swisseo et Myriam Lal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Vous étiez déjà venu nous voir. Vous êtes directrice de l'agence Swiss Online. Alors, le marketing digital, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a une seule définition? Parce que c'est pas du marketing, c'est pas du digital. C'est le marketing digital. Donc, Merci. en quoi ça consiste? Alors, pour essayer de faire une définition assez simple, assez concise, on va dire que finalement, c'est la mise en application du marketing sur les outils digitaux, les outils numériques. Donc, finalement, tout ce qui concerne Internet, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit les podcasts, que ce soit la vidéo. Finalement, c'est la mise en application du marketing à travers les outils proposés par Internet. Sauf que le champ d'action du marketing aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien d'une publication sur Facebook qu'un référencement sur Google, qu'une création de podcast pour faire connaître son entreprise. Enfin, c'est au-delà du large, je vous dis une bêtise. Non, c'est juste. Oui, complètement. Alors, les sources, les canaux sont variés. C'est à la fois ce qui fait la complexité, mais aussi c'est ce qui fait un petit peu la force, puisqu'il y a tellement de solutions à disposition qu'avec les compétences, les connaissances suffisantes d'experts que sont Myriam et moi au SUCO de manière globale, c'est vrai que ça va être notre rôle justement d'aller sélectionner parmi toutes ces possibilités lesquelles sont les plus performantes, lesquelles sont les plus pertinentes pour la réalisation des objectifs de nos clients. Et qui fait ça? Encore une fois, c'est une question vraiment de base parce que pour les petites entreprises, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Eh bien, c'est quelqu'un au sein de l'entreprise qui va essayer de faire vivre une page Internet. Et dans les plus grosses entreprises, là encore, il y a 10 ans, il y avait les gens du marketing, après il y a eu les gens du digital, et aujourd'hui c'est encore une autre catégorie. Oui, non, patate chaude. Ça sera pour Myriam Lal. Je suis désolé, on ne vous a pas encore entendu. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, finalement, c'est les mêmes personnes qui font le marketing en général, qui font aussi le marketing digital. C'est simplement que c'est d'autres types d'outils. Et puis, le consommateur, il est de plus en plus en ligne. Ces dernières dizaines d'années, je pense et en plus avec les dernières années qu'on a eues, ça a vraiment été un grand boom en ligne. Et puis, du coup, il faut juste s'adapter aux nouvelles façons de consommer. Et la plupart du temps, elles sont en ligne. Ouais, sauf qu'elles changent tout le temps, ces nouvelles manières de consommer, avec en plus les changements d'algorithme de ces plateformes. Il y a quelques années, c'était, ou alors c'est l'inverse, mais vous le saurez mieux que moi, c'était les vidéos courtes qui marchaient très bien. Puis du jour au lendemain, ils ont dit finalement, on va mettre des vidéos longues, parce que les gens, ils préfèrent. Et il y a des médias entiers qui ont fermé à cause de ça. Oui, mais ça dépend des réseaux. Sur des réseaux comme TikTok, c'est toujours les choses quand même relativement courtes qui fonctionnent. Puis après, pour les plus longues, il y a des choses comme YouTube. Donc ça dépend toujours du message, où on le place, à qui on parle. Et c'est toujours un peu ça, finalement, la magie des réseaux. Oui, complètement. Et pour rebondir sur ce que dit Myriam, alors ça va dépendre effectivement des canaux, mais ça va dépendre aussi du message qu'on souhaite passer, de notre objectif. Quel message souhaitons passer? Et en fonction du type de message, on va peut-être favoriser parfois des vidéos, des contenus plutôt courts, parfois plutôt longs. Mais alors justement, comment on sait quel message faire passer? Est-ce qu'on fait passer le même message sur YouTube et sur TikTok? Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est vraiment... Il y en a un des deux que j'ai pas. En général, on essaie vraiment d'adapter justement, comme on disait tout à l'heure, quel message on veut faire passer, et après, en fonction, voir où est le public qui peut entendre ce message et de quelle façon. Mais c'est un message classique de marketing ou c'est un message pensé digital? Vous voyez, encore une fois, je pense à quelqu'un qui nous écoute, qui a peut-être plusieurs messages à faire passer, peut-être le moins cher sur tel produit, il est peut-être le plus rapide pour l'exécution de telle chose. Comment on fait le tri? La première question à se poser, j'ai un message à faire passer, ok, ça c'est une chose, c'est bien, c'est un bon début, on a tous des choses à dire. Maintenant, la première question à se poser avant de se dire, ok, je vais le faire passer via TikTok, via YouTube, c'est se dire, à qui je souhaite faire passer ce message? Auprès de qui? Quelle est mon audience? Quelle est ma clientèle? Ou quelles sont les personnes que je souhaite toucher? Et en fonction
cette audience, de cette typologie de personnes que je souhaite toucher, on va ensuite aller sélectionner le canal sur lequel ou sur lesquels ces personnes sont les plus susceptibles ou les plus souvent présentes. Et donc, dans ces cas-là, on aura plus de chances de pouvoir les toucher. Et je rappelle que Radiolac est aussi, Parlons Économie, est aussi sur la chaîne YouTube de Radiolac. Abonnez-vous à notre chaîne et on se retrouve juste après. Parlons économie sur Radiolac. Genève innove. Nous continuons de parler marketing digital avec Myriam Blal, directrice de l'agence Suisse Online, Adrien Rousseau, spécialiste digital marketing chez Swisseo. Le marketing digital, il évolue, mais d'année en année de manière dingue. Comment on fait pour rester à la page ? Et puis surtout, est-ce qu'on a la possibilité, quand on est, je sais pas moi, un vieux crouton comme moi de bientôt 40 ans, est-ce qu'on a la possibilité de rester à la page ? Alors pour le vieux crouton de 40 ans, je mettrai un petit holà parce que j'ai moi-même 40 ans. Alors je ne me considère pas comme un vieux crouton. Alors je ne vous considère pas comme un vieux crouton non plus, vous n'en avez pas l'air. C'est gentil. Mais alors plus sérieusement, c'est vrai que ça c'est vraiment l'un des enjeux, l'une des difficultés aussi, en tant que dans ce secteur d'activité en tout cas, vraiment de rester à la page, de toujours rester en veille par rapport aux dernières. Alors que ce soit les innovations un petit peu technologiques, là vous parliez d'algorithmes tout à l'heure, les mises à jour, que ça soit aussi par rapport aux utilisateurs, aux comportements, les habitudes de consommation. On l'a vu aussi avec la crise récemment qui a fait beaucoup bouger les habitudes. Donc c'est vrai que c'est vraiment important pour nous de rester à l'écoute justement de toutes ces évolutions pour ensuite pouvoir en tirer le meilleur parti. Il n'y a pas de notion de génération là-dedans. Enfin, je veux dire, on le sait, il y a la génération Internet. Avant, il y a toujours eu la génération de quelque chose parce que cette nouvelle génération est plus à même d'utiliser ces outils-là. Il n'y a pas une notion de génération sur les réseaux sociaux et le marketing digital au sens large. Il y a aussi les articles à écrire sur les sites Internet, avoir les bons référencements, etc. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de générationnel. Finalement, c'est plutôt un peu justement rester toujours à la page. Nous, on a des relations très proches avec les différents réseaux. Et du coup, ça nous permet d'avoir toujours un peu toutes les nouveautés. Et puis après, on les transmet aussi à travers des webinaires pour pouvoir toujours un peu informer tout le monde. Mais non, moi, je pense pas que ce soit une question de génération. C'est vraiment un peu justement d'être à l'écoute de ce qui se passe et puis de penser, de savoir qu'on ne sait rien et finalement toujours s'adapter. Mais la formation continue, quel que soit d'ailleurs son champ d'application, ça c'est toujours extrêmement important. Quelle part aujourd'hui pour le marketing digital dans les budgets des entreprises ? Est-ce qu'on arrive à le chiffrer ? Myriam. Alors au niveau des pourcentages, je pourrais pas vraiment le chiffrer, mais en tout cas, je sais que c'est. Vous voyez une évolution, par exemple. Oui, ça monte en tout cas, de manière générale, parce que c'est vrai que par rapport au marketing hors ligne, le marketing digital, il est beaucoup plus flexible et c'est beaucoup plus dynamique. On peut réagir là où si on le fait hors ligne, on peut rarement vraiment changer quelque chose qui a été imprimé ou des choses comme ça, ou pas forcément aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'en ligne, on va pouvoir réadapter le public cible s'il fonctionne pas, réadapter le visuel s'il marche pas, etc. C'est vrai que le budget est une thématique qui arrive assez rapidement, qui est importante. Et alors, tout dépend d'une multitude de facteurs, mais pour donner peut-être quelques chiffres très, très concrets, c'est vrai que le budget marketing global, on a coutume de dire qu'il tourne autour de 10% du chiffre d'affaires. Ça, c'est une chose. Après, il y a le marketing digital qui, lui, va tourner en moyenne, selon les études en tout cas, entre 30 et 70% du budget marketing global, selon les secteurs d'activité. Donc, mais quand même, parce que, pardon, je vous coupe, mais une campagne aujourd'hui sur un réseau social peut démarrer pour quelques dizaines de francs. On peut dire, je cible uniquement les gens dans cette tranche d'âge, dans cette zone, je sais pas, autour de Genève par exemple, et ça coûte quelques centaines de francs. On n'est pas à 70% de budget, vous voyez. Non, après tout dépend des objectifs. C'est vrai qu'avec quelques dizaines de francs par mois, forcément, on ne peut pas s'attendre au même résultat qu'avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc, une fois de plus, le budget doit être mis en relation, ou en tout cas en corrélation avec les objectifs, les résultats qu'on attend derrière. En tout cas, une notion qui est très importante à comprendre, c'est qu'une fois qu'on démarre le marketing digital, qu'une entreprise se crée, qu'elle crée ses réseaux, etc., il faut les maintenir à jour. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur quelque chose qui n'est pas mis à jour depuis 2 ans. On se dit, ils ont fermé. Oui, parce que finalement, les réseaux sociaux, maintenant, c'est comme la vitrine, et c'est la vitrine qui ne fermera pas, quelle que soit la pandémie ou quel que soit ce qui se passe. Et du coup, c'est effectivement important qu'elle soit toujours à jour et qu'on en prenne soin, un peu comme le site Internet. Et puis l'extension, ça serait les réseaux, du coup. Justement, vous parliez de la pandémie. Alors, on a beaucoup parlé réseau pendant la pandémie, mais ça a été un accélérateur pour
le fait que les gens adoptent vraiment le marketing digital ou au final ça n'a pas changé grand-chose? Oui, quand même. Quand même, alors deux cas de figure. Pour certains, ça a été un accélérateur qui étaient déjà présents, qui ont accéléré, d'où le terme accélérateur, donc ils sont passés à la vitesse supérieure, que ce soit en termes de budget, d'investissement, de canaux, de recours, de fréquence de recours au digital. Et pour d'autres, ça n'a pas été un accélérateur, mais ça a tout simplement été un démarreur ou un démarreur qui, notamment grâce ou plutôt à cause de la crise, se sont vus obligés, parfois malgré eux, de se mettre au digital, puisque la crise a entraîné avec tout ce qui est les fermetures, etc. Beaucoup de consommateurs se sont tournés vers Internet pour s'informer, pour se divertir, mais aussi pour consommer. On l'a entendu, Adrien Rousseau, qui n'est donc pas un vieux croton, qui est spécialiste digital marketing chez Swisseo. Merci beaucoup de votre analyse, tout comme celle de Myriam Blal, directrice de l'agence Swiss Online. On ne manquera pas de venir vous voir pour toute question et pour toute question autour du marketing digital, bien sûr. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est sur Radio Lac, c'est chaque jeudi, 14h, 15h, en podcast également, parce qu'on parlait marketing digital, mais également quand vous le souhaitez, sur One TV. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.